l'impression qu'il n'y a pas vraiment de recette miracle, à part des fois, il faut aussi apprendre à lâcher prise, qu'on ne peut pas porter tout le malheur du monde et qu'il faut aussi pouvoir prendre soin de soi pour pouvoir prendre soin des autres en retour. Bienvenue dans Le Valais en couleur, un podcast de l'Office cantonal de l'égalité et de la famille qui met en avant les réalités vécues par les personnes LGBTIQ. Dans cet épisode, nous rencontrons Benedetta et Lio pour parler de l'engagement. Comment est-ce qu'on fait pour lier notre identité, notre envie de s'engager pour sensibiliser les institutions? Bon épisode! Bienvenue dans cet épisode de podcast du Valais en couleur. Je suis super content que vous soyez là avec nous aujourd'hui. Je suis trop content de vous avoir autour de la table et puis qu'on puisse se réunir sur ce thème ensemble, ce thème de l'engagement militant, l'engagement dans le milieu professionnel. Pourquoi on parle de ça? Qu'est-ce qui fait qu'on est dans ces rôles-là aujourd'hui? Qu'est-ce qui nous a amené aussi à cette posture? Pourquoi nos identités sont devenues comme ça des outils de travail et puis des messages à véhiculer dans notre quotidien en fait? Et puis, avant qu'on commence la discussion, peut-être faire un peu connaissance avec vous, savoir qui vous êtes, d'où vous venez, qu'est-ce que vous aimez faire, et puis qu'on puisse un peu vous rencontrer. Tu commences? Avec plaisir. Alors, moi, je m'appelle Benedetta Franceschiello, d'origine italienne, au cas où, si ce n'était pas clair encore, à cause de mon accent. Et je travaille comme professeur associé à l'Haute École d'ingénierie à Sion. Et à côté, je suis aussi représentant pour la diversité et égalité au sein de l'école. Et j'étudie psychologie à côté, donc tout m'intéresse en fait. Je pense que toutes ces thématiques qui sont très, très intéressantes pour moi. Et du coup, dans ton travail, vous parlez principalement en anglais? Ouais, parce que j'ai une petite équipe de recherche, donc on échange vraiment en anglais. Il y a des gens qui viennent de n'importe où et on parle surtout en anglais. Après, avec les étudiants, c'est du français. En fait, tu bosses quand même du coup dans un domaine qui est comme ça, de mon image, plutôt masculin, qu'on imagine peut-être pas très diversifié, pas très inclusif. Je me trompe ou j'ai un peu raison? Non, tu as quand même un peu raison. Disons que même si on regarde les pourcentages, là, je devrais regarder, mais disons, je pense les pourcentages femmes, hommes, si on parle des sexes, c'est 30, 70, et aussi parmi les professeurs. Après, ça dépend du domaine, ça c'est vrai. Mais c'est vrai que les sciences dures, elles sont connues pour être des milieux surtout masculins. Ouais. Chouette, j'aimerais juste aborder en tout cas peut-être une partie de pourquoi cet engagement dans ce contexte-là avec toi. Et toi, est-ce que tu te présenterais aussi un petit peu qu'on puisse savoir qui tu es? Oui, alors je m'appelle Lio. Je fais des études à l'université de Lausanne. Là, je suis en train de terminer mon bachelor en cinéma, histoire et esthétique du cinéma. Et en dehors de ça, je fais pas mal d'activités associatives. Et je fais notamment partie du collectif Queen Moustache en Valais, qui organise des soirées queer, hétéro-friendly. Voilà un peu pour un portrait très générique, on va dire, de ma personne. Le collectif Queen Moustache, qui est un vraiment très bon collectif. Je vous invite à aller vivre les soirées Queer Notsay au Port-Franc à Sion. Et toi, tu veux te présenter? Oui, je peux me présenter. Oui, moi, je m'appelle Emeric et puis je travaille à l'Office de l'égalité et de la famille du canton du Valais sur la thématique LGBTIQ. Puis ça fait quelques années maintenant que je travaille sur cette thématique, soit dans le milieu professionnel, mais aussi dans le milieu associatif et politique. Je travaillé dans le milieu associatif pendant quelques temps avant d'en faire mon métier, mon travail. Je travaille longtemps dans la prévention aussi des violences et des discriminations. C'est ce que je fais en fait maintenant. C'est ce qui fait du sens en fait dans mon engagement aussi. Mais avec Benedetta, on a aussi travaillé ensemble pour la campagne 2024, où c'est vrai que dans la campagne LGBTQ qu'on fait chaque année pour sensibiliser en fait la population, en 2024, on avait envie de mettre en avant des personnes qui vivent en Valais, et puis, ou qui travaillent en Valais, qui œuvrent en Valais en tout cas. Et puis c'est vrai que par ton rôle de professeur HES, dans un contexte, comme on disait avant, majoritairement masculin, on trouvait chouette d'avoir le positionnement de Benedetta et un message un peu positif, de dire dans mon école, ça peut aussi bien se passer. Puis d'ailleurs, ça me permet de faire le lien dans ta classe, dans tes cours. Déjà,
qu'est-ce que tu enseignes? Parce qu'on pourrait imaginer plein de choses. Et puis, comment tu parles de diversité, d'inclusion dans ce contexte-là? Alors déjà, moi, j'enseigne les maths. C'est pas la meilleure matière pour aborder certains sujets, disons ça. Mais en fait, ça s'y prête pas mal, je dirais, parce que si j'y réfléchis, on a quand même la possibilité de vraiment toucher toutes les personnes qui commencent les bachelors. Donc ça, c'est vraiment cool. Tout a commencé parce que j'ai senti ces besoins après une formation professionnalisante, donc c'est normalement obligatoire pour les enseignants. J'ai senti ce besoin d'intégrer cette composante, cette thématique de diversité et inclusion au sein de l'école. Et on a commencé tout ça récemment, en fait, en 2023. Et je préparais une présentation très simple où on posait un cadre de base sur les respects en classe, donc sur comment vraiment être en classe de manière respectueuse aux autres et qu'est-ce que ça voulait dire diversité, inclusion et tout ça. Donc en fait, c'est pour ça qu'après on a un peu créé cette casquette pour moi des répondants. Et donc en fait, j'ai 2 casquettes. Prof de maths, après j'enlève ma casquette répondant et j'explique tout ça dans les classes. Enfin, je n'explique pas, je présente tout ça et après je mets ma casquette de maths. Je deviens très sévère au tableau. Non, c'est pas vrai. Je suis pas sévère. Ouais, ça va. Et comment c'est accueilli par les élèves quand tu parles de thématique diversité et inclusion? Alors, c'est quelque chose qu'on est encore en train de mettre en place. Non, ça évolue au fur et à mesure des années parce que, comme tu as dit, cette année, on a les conférences, donc on intègre des éléments au fur et à mesure. Et pour l'instant, je n'ai pas eu un gros retour. Dans le sens, ils écoutent, ils écoutent, mais ils ne posent pas trop de questions. C'est vrai que la présentation, c'est très courte, donc parfois, je pense que les jeunes, comme toi d'ailleurs, je crois, ils sont plus équipés. Donc en fait, ils sont plus équipés sur ces thématiques, ils répondent bien. Tu es d'accord avec ça, Lio? Alors, je pense que ça dépend vraiment. Je pense en tout cas, on a peut-être plus facilement accès à des ressources via les réseaux sociaux, des modèles aussi peut-être à trouver aussi plus facilement. Mais après, il y a aussi tellement d'informations que de désinformations. Et c'est aussi un peu le piège des fois. Je pense qu'on tend à avoir plus d'ouverture de manière très concrète. Mais je pense après, effectivement, ça dépend énormément d'autres facteurs extérieurs. Moi, typiquement, je fais des études en lettres. Donc c'est hyper cliché, mais c'est vrai. Je suis entouré de beaucoup de femmes et de personnes queer de manière générale dans mes études. Donc j'ai conscience, en fait, quand j'échange avec d'autres personnes qui ont peut-être des parcours différents, plus vers des études dans des sciences dures ou même d'autres études, c'est pas forcément autant évident et facile de se retrouver en fait, dans un milieu où les gens vont porter plus facilement du jugement. Après, je ne veux pas non plus faire une généralité. Enfin, il y a aussi des personnes qui vivent juste très bien. Enfin, la plupart des gens, j'ai l'impression que ça va, dans mon entourage en tout cas. En termes de génération, je pense... oui, ça dépend. Parce que là, en fait, si vous voulez, j'enseigne. Je fais des remplacements dans une école professionnelle, des cours d'anglais. Et j'ai été à la fois agréablement surpris des élèves. C'est vrai que j'avais très peur parce que là, j'avoue, j'avais énormément de préjugés aussi et de peur qu'en fait, avec tout simplement mon visage, ça ne passe pas. Et effectivement, j'ai eu des commentaires, etc., souvent dans mon dos. Et en même temps, j'ai aussi reçu énormément de commentaires un peu aussi positifs de ce côté-là. Donc, je pense que c'est compliqué de définir toute une génération et de dire si c'est plus simple ou pas. Je pense que chaque génération a peut-être sa façon de fonctionner qui est différente, autant dans les points positifs que négatifs. Et après, effectivement, les domaines d'études peuvent... Je ne sais pas si ça peut vraiment influencer, mais disons qu'effectivement, si tu as une concentration de population différente, peut-être qu'effectivement, si tu as des classes plus masculines, ça va peut-être aussi influencer énormément. J'ai beaucoup parlé. Si on suit la réflexion de la discipline des études,
Toi, en tant qu'étudiante, comment tu as vécu? Est-ce que ça reflète ce que dit Lio? Est-ce que ça oppose ce que dit Lio? Est-ce que ça va dans... Comment, quoi? Moi, j'ai 2 vies d'étudiant. La première vie, c'était en maths en Italie il y a 15 ans. Ça va. Ça va comment? C'est un milieu toujours surprenant parce que les maths, contrairement à d'autres disciplines comme l'ingénierie, c'est vraiment 5 ans, 5 ans. Et après, au fur et à mesure qu'on montait la hiérarchie académique, donc avec les postdocs, PhD et tout ça, bah, les femmes disparaissent direct. Donc ça reste un milieu masculin, mais pas parce qu'il n'y a pas de mathématiciennes femmes. En fait, ça c'est... je me reconnecte à ce que je dis avant. Je crois que j'avais aussi comme l'impression que certains professeurs femmes, pour s'affirmer, bah, ils rentraient vraiment dans les clichés de comment un homme s'affirmait et donc dédier toute la vie à la carrière sans avoir de famille. Enfin, en fait, vraiment, c'était un choix vraiment fort, je pense. Et ouais, et ça, je me rappelle aussi que j'en discutais avec des collègues à l'époque, mais je disais des choses du genre, mais c'est comme si les femmes, en fait, elles s'adaptent à la manière de penser, à maths des hommes, mais c'est juste, peut-être, on a des autres approches, mais ça marche quand même. Et ils me disaient, mais non, mais pas du tout, c'est pas le cas. Mais je pense que c'est vraiment le cas, en fait. Il y a comme un cadre fixe que les profs, ils essayaient de respecter. Et là, je suis un psycho à Lausanne, donc j'ai la même expérience des Lio. C'est vrai, ouais, c'est similaire pour le coup. Ouais, je pense que c'est vraiment très ouvert, très queer. Ouais, il y a vraiment le respect max, il y a beaucoup de femmes. Comment l'engagement il est arrivé en vous? À quel moment, toi, Lio, tu te dis j'ai envie de m'engager et je m'inscris dans une association ou dans un collectif pour faire quelque chose? Oui, alors petit trigger warning, maman pas très fan, mais Que tu n'es pas obligé d'expliquer dans les détails si c'est non, avec lequel tu n'es pas à l'aise. Mais... je vais pas, enfin pour moi c'est ok, sinon je le dirai pas, mais je préfère quand même juste le dire au cas où. Sans, je vais pas rentrer dans tous les détails, mais effectivement donc j'avais une période de ma vie où j'étais vraiment hyper pas bien parce que j'avais pas un cadre familial qui à ce moment-là se prêtait à accepter ce qu'à l'époque je nommais mon homosexualité. J'avais pas forcément un cadre amical sur le moment aussi sur lequel je pouvais me reposer et faire de coming out. Et j'avais en fait un isolement. De manière générale, c'était comme ça que je le vivais. De l'isolement, je pouvais éventuellement avoir quelques modèles sur les réseaux sociaux, mais avec tellement d'homophobie intériorisée, c'était pas quelque chose sur lequel j'arrivais en fait à relate. Et c'est donc en fait par la suite, j'ai fait donc des TDS, des tentatives de voilà. Et donc, je me suis retrouvé à l'hôpital. Et c'est par la suite, en fait, en discutant notamment avec le personnel infirmier, avec certaines infirmières et un infirmier notamment. Et ensuite, j'ai pris la décision de contacter une association ici en Valais. Donc, c'était Alpagay, qui s'appelait comme ça à l'époque. Maintenant, le nom a changé, je crois. Et donc, c'est devenu, en fait... Enfin, même pour moi, de l'intérieur, j'ai l'impression d'être passé d'un extrême à l'autre de manière assez vite. Et c'était devenu en fait une nécessité pour moi de m'engager, simplement parce que j'avais pas envie que quelqu'un ait à revivre ce que moi j'ai vécu. Et du coup, il fallait pour moi que je sois là, que je fasse quelque chose pour les autres et que en fait, je me rende utile pour les autres. C'était un peu comme si... c'est une façon assez métaphorique que j'ai des fois de voir la chose, mais un peu comme si... Alors, fort heureusement, je ne suis pas mort à ce moment-là, mais qu'une partie de moi est décédée et que du coup, là maintenant, je rends hommage, entre grands guillemets, à cette part de moi décédée pour pouvoir aider en fait d'autres personnes. Enfin, voilà. Dès que tu as intégré Alpagay, c'était dans une démarche comme ça d'engagement militantiste ou il y avait une autre démarche derrière? Alors, c'était... les premiers contacts, c'était vraiment pour, en fait... parler à d'autres personnes concernées. C'était pas tout de suite dans l'engagement militant. Donc c'était vraiment parler avec des gens et en fait me rendre compte que j'étais pas le seul pays du Valais. Et du coup,
En fait, en discutant avec les gens, je me suis rendu compte, en fait, j'ai pu déconstruire énormément de clichés que j'avais aussi intériorisés envers moi-même, en rencontrant en fait d'autres personnes, en discutant, en échangeant. Au début, c'était faire des petits événements, des petites soirées, participer à des groupes jeunes. Donc, d'ailleurs, je ne sais pas si tu veux... Ouais, je voulais en parler justement. Pour la petite anecdote aussi, pour contextualiser avec Benedetta, c'est que en fait, quand Lio prend contact avec Alpagé, c'est moi qui rencontre Lio pour la toute première fois en fait. Et j'en garde un hyper bon souvenir et c'est même une anecdote assez chou et touchante pour moi. C'est vrai que ça faisait quelque temps que j'étais au comité d'Alpagé et puis moi je travaillais avant dans le canton de Vaud où j'accompagnais des groupes de jeunes LGBTQ. Et puis, quand j'ai quitté mon emploi sur le canton de Vaud, c'était dans la volonté, en fait, d'aller créer des structures qui existaient sur d'autres cantons, parce que ça manquait. Et puis, je sais que de ma génération, les Valaisans et Valaisannes allaient à Lausanne. Moi, je n'allais pas dans les groupes jeunes à Lausanne. Et du coup, je suis parti et j'ai rejoint le comité d'Alpagé pour le canton du Valais et de Sariguet pour le canton de Fribourg. Et puis, j'ai créé un groupe jeune sur le canton de Fribourg. Et petit à petit, les jeunes se sont mis en place. Et puis, sur le Valais, on attendait toujours un peu. Il y avait toujours un truc un peu frileux de se dire, mais on a déjà essayé, mais ça ne marchait pas, etc. Et puis, un jour, on reçoit un mail de Lio. Et puis là, c'est comme une évidence. Puis à ce moment-là, je me souviens avoir dit au comité, en fait, vous pouvez attendre tout le temps que vous voulez. Tant qu'on n'ouvrira pas ce groupe, on ne verra pas les besoins qu'il y a. Et là, il y a une demande, là, il y a un besoin. Moi, je vous propose, c'est que déjà, je rencontre cette personne une première fois, et puis qu'on donne la possibilité après de créer ce groupe. Maintenant, il faut y aller, quoi. Et puis, effectivement, j'ai rencontré Lio. On a eu cette première rencontre plutôt en individuel d'abord. Et puis, ça a été le moment en fait, qui a monté cette volonté de créer les groupes jeunes. On a créé des groupes jeunes à Sion. Et puis, en moins d'une année, on a accueilli 70 personnes. Oh, wow. 70 jeunes qui avaient les besoins similaires aux tiens. Wow. C'est parti de rien, quoi. Une page Internet, un flyer. Et puis voilà. Donc, en fait, il y a peut-être 70 personnes que j'ai pu accueillir sur une année. Mais ces 70 personnes n'auraient pas été accueillies si Lionel n'avait pas poussé la porte, en fait. Waouh. Salut, c'est Émeric. Je me permets une petite apparition pour amener un peu de contexte ou d'informations générales en voix off. Je travaille au sein de l'Office cantonal de l'égalité et de la famille depuis avril 2022. Mais avant, j'ai été membre de nombreuses associations où j'accompagnais des jeunes et des familles. Aujourd'hui, mon travail ne consiste plus à être dans l'accueil et le soutien individuel. Mais je fais référence de temps en temps à mes expériences plus anciennes. Bonne suite de podcast. Et du coup, pour toi, comment c'est venu à toi cette envie de t'engager ou de te dire, en fait, à un moment donné, je ne peux pas juste être prof de maths, j'ai besoin de parler il y avait en fait sûrement un besoin, moi, de m'engager, de parler de certaines thématiques, de sortir un peu de ma bulle. Parce que quand tu es chercheur et tout ça, tu as vraiment ta bulle de science et tout ça. Et en fait, ça ne me suffisait pas parce que les côtés humains, ils me manquaient énormément. Et je suis très consciente des discriminations qu'on vit à tout niveau, hein, comme femme queer, pas que moi. Moi, j'estime d'avoir eu beaucoup d'échanges, en fait, avec les échanges, les personnes que j'ai rencontrées, ma mère aussi. Donc, j'ai eu de la chance et d'une certaine manière, je voulais un peu redonner en arrière ces chances que j'ai eues à d'autres personnes qui peut-être ils n'ont pas eu. Et notamment, je pense que même au-delà des associations qui font un travail incroyable et hyper important, je voulais voir ça intégré dans notre quotidien de tous les jours, au niveau des institutions, parce que la classe, quand tu fais un bachelor, quand tu fais un master, c'est 40 heures par semaine. Et ton travail, c'est 41,5 heures par semaine. Donc, tu as envie d'une ambiance qui soit respectueuse, inclusif, où chacun et chacune peut être soi-même dans le respect des autres. Et quand j'ai vu que il y avait pas ça, en fait, ou au mieux, il y avait ça pour cette thématique, parce que tout était en place déjà pour promouvoir les femmes dans les sciences dures. Ça, c'est le travail de mon collègue, c'était incroyable. Et il faut beaucoup de gens pour pouvoir mettre en place après tout le reste sur les autres thématiques aussi. Et d'ailleurs, petite parenthèse, j'avais commencé à faire un peu de bénévolat pour les Swiss Tech Ladies, que c'est une association que j'aime beaucoup.
C'est notamment pour promouvoir les femmes dans les STEM. Donc, en fait, tu fais tutorat, si tu veux, à des adolescents entre 12 et 18 ans qui sont des femmes, qui s'identifient comme femmes, pardon, qui veulent aller vers la science. Mais cette thématique, ça ne me suffisait pas. Donc, je voulais quelque chose qui était plus grand, plus large et vraiment incarné dans l'institution. Et c'est pour ça que je suis là, je pense. Ouais. Vous qui étudiez encore dans un contexte peut-être où c'est aussi mis en avant, où c'est un contexte plus favorable, est-ce que ça change votre rapport au cadre, votre rapport aux études aussi, le fait de savoir que là où vous étudiez, il y a une réelle prise en considération des identités que vous pouvez vivre tous les jours? Ok, peut-être ça incarne un peu ma vision du monde, c'est ton identité. Ça peut être n'importe laquelle. On n'est pas là pour discuter de ça. Enfin, on n'est juste pas là pour discuter de ça. On est là pour discuter de ces sujets psychologiques, tout ça, parce que c'est tellement intégré, c'est tellement accepté que c'est même plus un argument, un sujet de conversation. Ça, c'est trop bien. Le monde devrait être comme ça. C'est un peu le monde idéal à Benedetta. C'est à moi, toi, ouais. Tu veux pas ça? Mais je sais pas. Là, Parce que t'aurais plus de boulot, c'est ça? Non, l'association, c'est fini. Non. Alors moi, je dis toujours, je rêverais qu'on me dise, écoute, Aymeric, on n'a plus de travail pour toi, il n'y a plus de violence, il n'y a plus de discrimination, mais il n'y a pas de problème. Je vais aller dessiner des maisons et des fauteuils, il n'y a aucun problème. C'est peut-être pour ça, en fait, parce que j'ai une vision optimiste du monde, que je me suis formé peut-être aussi en art et en design. Non, je disais, parce que tu disais, c'est comme ça que je vois le monde. Et puis, on a tous et toutes peut-être une vision du monde. C'est quelque chose que tu partages, toi, Lio, de ce que dit Benedetta? Est-ce que effectivement ça influence ton contexte d'apprentissage, de savoir qu'il y a une vraie prise en considération? Et puis, du coup, c'est vrai sur sa vision du monde parfait. Alors, alors à titre personnel, le fait d'arriver en lettres à Lausanne, ça, comme tu dis en fait, il y a énormément ce truc de, c'est plus une question de est-ce que j'ai le droit d'être là ou pas en tant que personne queer dans mon cas. C'est limite naturel, c'est ok, tout le monde, c'est limite la majorité, peut-être pas exactement la majorité, mais en tout cas on est plus visible, j'ai l'impression, que en tout cas d'autres endroits que j'ai pu vivre dans ma scolarité. Et peut-être le petit point de divergence que j'ai avec ce que tu disais, c'est que, et là c'est très personnel, ça m'a poussé personnellement à parler encore plus de ces questions-là, parce que du coup je me sentais plus à l'aise d'aborder ces problèmes-là. Parce qu'avant j'avais l'impression que je parlais, je disais non mais ça va pas, c'est homophobe ou c'est quoi que ce soit. Et on venait un peu me dire oui mais bon, un peu rabat-joie, tu vois, t'es un peu rabat-joie, c'est bon, laisse-nous. Et en fait, d'avoir cet environnement-là, ça me permet, de mon cas, parce que j'aime quand même ce que je fais, de pouvoir étudier en fait des questions queer, de pouvoir analyser des films dans des perspectives queer aussi, et féministes également. Et en fait, que ce soit tout simplement normal et qu'on ne me dise pas « Non, mais arrête, il n'y a que toi qui vois ça, faut que tu te calmes. » En fait, on a arrêté de me gaslight, en fait, basiquement. Moi, j'aime quand vous dites ça devrait pas être un débat. Et je pense que je suis d'accord avec vous. On parle d'identité, ça devrait pas être un débat. On parle d'amour, on parle de qui on est. En fait, on devrait pas débattre là-dessus. On devrait pouvoir en parler librement, comme tu dis. Ouais. Et puis, si on veut prendre quelque chose et regarder selon une perspective queer et féministe, c'est possible. Si on veut regarder quelque chose selon une perspective en tant qu'homme ou en tant que personne racisée, c'est possible aussi. Mais on devrait pouvoir... Le champ des possibles, ça devrait être partout et pas que dans des univers comme ça, peut-être réservés au niveau... universitaire ou un contexte où c'est donné, quoi. Totalement. Absolument. Puis qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que ce soit partout comme ça? Je pense tout simplement accorder un peu plus de place aussi aux personnes concernées ou en tout cas expertes sur ces sujets-là dans les enseignements. Ça amène aussi à approfondir certains sujets et aussi, je pense, laisser encore plus de liberté aussi aux personnes d'explorer les sujets qu'ils, elles et elles ont envie d'explorer. Donc là, d'un point de vue purement académique,
Mais au-delà du point de vue académique et des études, est-ce qu'on ne pourrait pas déjà mettre des choses en place en termes d'éducation ou dans l'enfance, dans l'école, pour déjà contribuer? Et puis, je trouve dommage en fait que c'est seulement si on a la possibilité d'aller dans un domaine Complètement. comme celui-là, Ouais, où quand on arrive à 18, 20, où tu peux avoir accès, mais en fait jusque-là, tu as vécu dans un contexte discriminant, etc. Qu'est-ce qu'on pourrait faire avant peut-être? Toi, t'as travaillé avec les écoles primaires ou pas? Bah, il y a maintenant, oui, des choses qui se mettent en place. Et puis, il y a, pas en école primaire, mais on a maintenant une intervention sur les enjeux de violence, discrimination en OFCO. Et ça, je pense que c'est vraiment hyper important. Et c'est vrai, quand on avait la volonté de mettre cette mesure en place avec le service d'enseignement, on se disait, mais à quel degré est-ce que c'est le plus pertinent d'aller? On savait qu'on voulait aller au niveau du cycle, et puis mais on ne savait pas 9, 10, 11 où c'était le plus pertinent. Et puis, moi, j'avais vraiment insisté sur aller en 9e année, parce que je disais, mais il y a des élèves qui, en 7, 8H, vivent de la discrimination, qu'elle soit justifiée ou pas, qu'elle soit directe ou indirecte. Ils vivent quand même de la discrimination. Et je pense quand on fait cette intervention directement en première année du cycle, eh ben, ça permet de teinter les 3 prochaines années que les jeunes vont vivre. On voit dans certains témoignages, peut-être dans nos vécus aussi personnels, que l'âge du cycle, début de la scolarité par la suite, que ce soit collège ou apprentissage, il y a un peu ces enjeux de violence, discrimination qui se lient. Hey, c'est encore moi. Petit point de contexte pour être sûr que tu comprennes bien à quoi nous faisons référence. Suite à l'adoption d'un plan d'action cantonal contre les discriminations par le département de la santé, des affaires sociales et de la culture en 2022, une nouvelle mesure qui concerne les écoles est entrée en vigueur à partir du mois d'août 2023. En collaboration avec le service de l'enseignement, les centres CIP disposent d'une période supplémentaire obligatoire en 9 CO pour parler des mécanismes de discrimination, et notamment celles vécues par les personnes LGBTIQ. Bonne suite de podcast. Mais je me dis même que 9e année, il y a quand même encore des années avant où on pourrait faire déjà moi, je pense certaines choses. Il faudrait commencer tout de suite. Parce que à partir de l'école primaire, je crois, ça devient hyper genré tout de suite. Ouais. Et ça, c'est déjà un blocage. Tu vois, de ne pas pouvoir laisser tes enfants aller à l'école comme ils ou elles sont, parce que c'est genré déjà à la base. Donc là, qu'est-ce que tu fais? C'est la formation, non? C'est former les enfants, mais former aussi les profs. Bien sûr, former les équipes pédagogiques, clairement. Et puis, moi, je crois foncièrement au dialogue. Et je me dis que si on forme et qu'on informe la population, on comprend mieux. Et puis, si les gens apprennent à savoir de quoi on parle, ont moins de peur et seront moins dans un schéma de violence et de discrimination. Donc, je suis partisan de ça, bien sûr. Mais... Oui, complètement. Puis, je pense à ça aussi maintenant, mais même tout ce qui est matériel scolaire, tu disais c'est tout de suite très genré dès le début. Ne serait-ce que le sport, les filles d'un côté, les garçons de l'autre, ou même, je pense, le matériel de cours. À chaque fois, je me souviens quand tu apprends une langue, tu as toujours ces personnages un peu... et à chaque fois qu'il y a des histoires, s'il y a un couple, c'est toujours forcément un couple hétérosexuel. Alors que c'est des trucs tout cons qu'on, même en tant qu'enfant, on s'en fiche, entre guillemets, de Suzy dans son livre d'allemand, mais ça reste des représentations qui finalement marquent d'une certaine manière, même si on les oublie. Je crois qu'il y a déjà un travail qui est fait aussi d'élargir un peu les représentations, je pense le fait de normaliser aussi de plus en plus. Et je pense qu'il n'y a pas besoin forcément de faire des interventions de 4 heures, etc., toutes les années. Mais comme vous dites, je pense en adaptant les manuels, en adaptant aussi le discours du corps enseignant ou des équipes pédagogiques aussi, ça permet aussi d'intégrer en fait... que ça existe, puis à un moment donné, quand vous arrivez à l'adolescence, que vous prenez conscience que vous avez des sentiments pour une personne du même genre que le vôtre, vous dites pas « Oh, c'est quoi ce truc? C'est un peu gluant, là, je sais pas quoi faire avec ça. » Vous dites « Ok, cool, je suis amoureux de Pierre, Paul ou de Jacqueline. » Et puis en fait, c'est OK. Mais là, les problèmes que je vois, c'est pas forcément au niveau de former les corps enseignants ou de mettre à jour les matériels pédagogiques et tout ça, parce que ça, je pense, il y a déjà des profs qui font ça. Mais c'est quand... il y a les familles à gérer. Les familles de ces enfants qui peut-être ils sont pas forcément
pour, qu'ils ont des discours parfois violents, parfois... c'est ça, c'est comment rejoindre ces personnes que peut-être dans leur travail, dans leur institution, dans leur vie quotidienne, ils n'ont vraiment pas accès aux ressources pour entendre ces discours. Ça, je pense que c'est ça le problème. On pourrait informer aussi, je sais pas, développer aussi des séances d'échange. Moi, j'ai vraiment l'impression que les mécanismes de violence et de discrimination, ils sont influencés beaucoup par la peur et la méconnaissance. Puis ce serait de trouver en fait le médium utile d'entrer en contact et puis de transmettre cette information et que les personnes puissent savoir de quoi on parle. Enfin, on parlait avant de l'accompagnement de jeunes. J'ai accompagné passablement de jeunes dans des familles où ça se passait bien et des fois ça se passait pas forcément bien. Mais dans les cas où ça se passait pas forcément bien, ça a souvent été juste une phase. Puis après cette phase de compréhension et puis de pas vers l'autre, il y a une part de réconciliation qui se faisait entre la personne concernée et sa famille. Mais souvent, ce que je pouvais remarquer dans les familles, c'était un manque d'accès à l'information, une méconnaissance. Puis je dis, mais en fait, on sait pas trop de quoi il s'agit. Puis quand la famille a eu le temps aussi de passer la phase émotionnelle et puis de comprendre de quoi il s'agissait, de dire, OK, c'est ça. Et notre enfant va pas complètement changer parce que elle vit avec une femme ou parce qu'il se questionne sur son genre. Tout à fait. Il faut contribuer à ça. Oui, c'est ça, mais encore avant. Inciter à. Exact. À partir de la 1H, il faut commencer. Non, mais vraiment. J'ai une dernière question pour vous. Est-ce que c'est fatigant d'œuvrer comme ça pour la diversité, l'inclusion? Est-ce qu'à un moment donné, vous avez ressenti une forme de fatigue pour vous? Oui. C'est vrai que là, je parle un peu aussi par rapport au collectif Queen Moustache, vu que c'est un peu plus actuel dans ce que je fais aussi en termes de militantisme, on va dire. On essaye en fait un maximum d'aider les gens, de créer des événements, de porter en fait tout ça. Et au bout d'un moment, on se rend compte que on n'arrive pas à faire autant que ce qu'on veut et c'est frustrant des fois. Puis en fait, j'ai l'impression qu'il n'y a pas vraiment de recette miracle à part. Des fois, il faut aussi apprendre à lâcher prise, qu'on ne peut pas porter tout le malheur du monde et qu'il faut aussi pouvoir prendre soin de soi pour pouvoir prendre soin des autres en retour. Je pense que j'ai pu avoir exploré aussi par moments ces fatigues quand vous avez aussi tous ces dossiers de combat en même temps. Mais j'aurais envie de dire, j'aime bien quand tu dis il faut savoir aussi se poser et se reposer. Je pense que c'est quelque chose à retenir, c'est qu'on peut défendre des idées. Je pense que tous les engagements sont bons, hein. Tout ce qu'on a envie de défendre, etc., c'est important de pouvoir le faire, de partager ce qu'on ressent et nos valeurs. Mais ne pas oublier de prendre soin de soi aussi en parallèle et ne pas se perdre dans la lutte. Puis c'est aussi hyper cool de célébrer les victoires, même les toutes petites victoires aussi, genre que ce soit des petits événements que je me souviens avoir fait, typiquement à Alpaguet, des petits trucs où il n'y avait pas grand monde, mais c'était cool parce qu'il y avait quand même quelques personnes et c'était cool, comme tu disais, être quand même à disposition, même s'il y a une personne, si un jour il y a une personne qui vient, ou les Queer Not Safe pour le collectif Queen Moustache, c'est-à-dire qu'enfin il y a des soirées explicitement queer hors mur associatif dans le Valais et de voir qu'en fait il y avait une demande et qu'il y a des gens et que en fait on est aussi là pour faire la fête et s'amuser et que c'est cool. C'est aussi cool de voir ça et de voir en fait juste les gens aussi voir notre travail à petite échelle ou à plus grande échelle réussir. C'est cool. Et que tous les engagements sont bons, il n'y a pas de petits engagements. Ouais. Absolument. Petite activité de fin d'épisode, je vous distribue ces petites cartes, puis sur ces petites cartes, il y a une question, et je vous invite à retourner la carte et puis partager avec nous la question qu'il y a dessus, et puis à y répondre. Ok. Tu commences ? Ouais. Si tu pouvais faire un vœu au génie, ça serait quoi ? Le monde parfait. Ah oui. Le fameux monde parfait. Le monde parfait selon Benedetta. Exact. Le monde parfait. C'est le premier truc qui me vient. Toi, tu... Ouais, pareil, je me monde rejoins parfait. ça. Ouais, un monde parfait. Parfait. Ah, on adore. Ouais, Et toi, cool. mec ? Moi, ça va plomber un peu l'ambiance.
En fait, c'est une question qu'on s'est posée avec des amis pendant les vacances. Ouais. Et je trouvais ça incroyable. Et en fait, elles m'ont posé la question à moi. Puis après, c'était mais comment tu veux qu'on réponde après toi? Moi, si je devais poser un vœu au génie, je lui demanderais de passer une journée avec toutes les personnes que j'ai perdues, toutes les personnes qui sont parties de ma vie. C'est vrai que si je peux avoir une journée pour passer avec chacune d'elles, je crois que c'est la seule chose que j'aurais besoin, parce que le reste, j'ai tout. Et je me dis que le reste, je peux encore y contribuer. C'est la seule chose sur laquelle j'ai pas vraiment de pouvoir. Donc, ce serait important pour moi de pouvoir faire ça. Donc, ça serait ça, mon vœu. Qui est ton celebrity crush? Ah Attends, parce qu'en plus, on en est parlé hier. Donc, j'ai pu réviser Elisabeth Moss. Mais je pense qu'elle est dans une secte... je suis pas sûre. Je suis pas sûre. Mais Elisabeth ça, Moss, qui c'est? Elle a joué dans The Handmaid's Tale, Mad Men. Tu vois pas? Non, je vois pas. Mais j'irai voir, du coup. Ah, tu vas voir. Et pourquoi? C'est ton celebrity crush? Elle est très bonne actrice. Ah, Excellente actrice. Vraiment. trop bien. Ouais, vraiment. Trop bien, ben voilà, on arrive au bout. C'était trop cool de passer ce moment avec vous. J'espère que vous avez eu du plaisir aussi. Bah oui, Trop bien. trop bien. vraiment C'était cool. Est-ce que vous avez un petit mot de la fin, peut-être? Ah, C'est une onomatopée, mais c'est pas mal. Dernier mot pour la fin, on se voit à Queer Moustache, non? ouais, enfin la prochaine Queer Note c'est. Ouais, on se réjouit de la prochaine On se- communauté. Mais On oui, va partir. Vraiment. venez, venez. Trop bien. Merci beaucoup pour ce moment, c'était vraiment trop chouette. J'ai eu trop de plaisir. On espère que vous aussi, vous avez vraiment beaucoup de plaisir à suivre cette discussion avec Lio et Benedetta. Non, c'était Bah, trop voilà. cool, merci beaucoup. Oui, Trop merci chouette. énormément. À bientôt alors. À bientôt. J'espère que ce moment passé avec nous t'a plu. Si tu cherches des informations complémentaires sur les sujets abordés ou que tu aurais besoin d'en parler dans un espace bienveillant, les lieux suivants existent en Valais. Je te partage leurs adresses en description.